Tous et bienvenue dans votre programme, votre talk show sur NTV New Tempra TV. Nous sommes là tous les jours, de lundi à vendredi, entre 17h et 18h30. Votre programme, c'est maintenant ou jamais. Le temps qu'il fait dans la cité, on donne le ton, mais également dans le cadre de ce programme, nous commentons l'actualité, décryptage avec nos invités ici, les questions de donner des grilles de lecture pour la marche de la République. Et ce jour encore, nous aurons un panel assez particulier. On va commencer par notre invité Ernesto Yéné. Ernesto, bonjour et bienvenue. Merci Dimitri Amba, merci à tous les téléspectateurs de NTV de nous prendre aujourd'hui. J'avoue que c'est ma première fois dans cette télévision et voilà. Alors, quelle est l'actualité dans votre quartier, vous qui aspirez, vous qui êtes un leader et également auteur d'un ouvrage? Chez vous et Mombo, il paraît que des choses se passent là-bas. Bah oui, c'est vrai que Mombo, généralement, c'est des faits divers. Hein. Quand ce n'est pas la route, les lampadaires qui dérangent, c'est une prostituée qui ôte la vie à un efféminé. Et à 5h, 6h, le quartier est bouclé par la police et la gendarmerie. Donc, et Mombo aussi a ce problème-là que beaucoup de quartiers ont. Tous les quartiers ont une maison de passe, ont une maison de deal, un endroit où on vend, on transforme la drogue, un endroit où la prostitution se fait, un endroit où les bandits viennent se reposer, comme on dit généralement au quartier. Et généralement, c'est connu au vu et au-dessus de tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, c'était peut-être le drame de trop qui fera que le sous-préfet qui a déjà commencé dans cette zone-là à fermer les maisons de passe va sévir sur celle-là. Parce qu'on ne sait pas souvent ce qui fait à ce que ce soit ainsi. La gendarmerie au courant, la police au courant, mais le soir, vous voyez des dames là au bord de la rue avec des gens un peu pas très catholiques. Parce que généralement, on dit qu'il y a une maison de passe, c'est la drogue qui arrive, c'est des bandits qui arrivent, et aujourd'hui, on a un cadavre sur le carreau. Est-ce que ces images-là ont un impact sur l'éducation des enfants, sur l'avenir, et même sur la renommée de ces quartiers-là? Bah oui, si ce n'est que sur la renommée, les gens nous diraient que Mombo, c'est un quartier compliqué, et pourtant, nous sommes à 100 francs de la poste. Au Cameroun, les distances, c'est en fonction du coût. Nous sommes à presque 100 francs, 150 francs de la poste centrale, pratiquement au cœur. Nous avons à notre droite là-bas la gare du terminus, la gare de l'Est. Oui. Donc, et Mombo, c'est toute direction pour Yaoundé. Donc, ça ne devrait pas être un lieu qui devait être plus à la légère. On a le commissariat du 16e, le commissariat du 4e, on a une brigade au privé Carrefour, on a une brigade à Mbouman. Tout est un commissariat. Tout est là pourquoi en fait on soit dans cette situation-là. Mais bon, un enfant qui grandit, il vit au milieu de ça, avouez quand même que c'est un peu compliqué de se lever le matin et demander aux enfants de tourner le regard quand il y a des prostituées qui se bagarrent à 5 ou 6 heures. Sauf que cette fois-ci, il y a eu un mort, mais généralement, c'est le fait quotidien des populations. Les gens se baladent à moitié nus entre 6h et 7h du matin et ça ne dérange personne. Bon, quand vous haussez un peu la voix, on dit bon, il faut laisser les gens vivre, c'est ça qui les fait tenir. Alors, nous avons également Hubert Ngolo, vous êtes le Sénacom du CAC, on va dire secrétaire national de communication, information politique. Chez vous là-bas, c'est calme. Mais quel est ce parti où on a que le Sénacom qui s'active, qui est sur tous les plateaux? Au point, on se demande si ce n'est pas pour le vrai président de ce parti. Hubert, bonjour. Dimitri, je ne t'attendais pas comme ça. Toute la civilité. Non, c'est maintenant ou jamais, il faut tout dire. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis que bien que ce soit maintenant ou jamais, je ne t'attendais pas sous ce revers-là. Mais je voudrais d'abord exprimer mes civilités aux aînés, que j'ai le plaisir de retrouver dans cette chaîne que je découvre aussi, il faut le dire. C'est beau, non? Après, nos décors et tout ça. Je voulais osé, oui, allez-y. Mais je voudrais également dire que c'est parce que c'est un nouveau-né qu'on découvre aussi, en réalité. Les anciens nés ou alors vos aînés, nous rencontrons souvent là-bas, notamment Ernesto et moi. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Et merci d'avoir jeté le dévolu sur ma modeste personne. Parlant de ma modeste personne, vous parlez également du CAC. Le CAC, c'est le citoyen actif du Cameroun. C'est une formation politique, il faut le dire clairement. Je suis le secrétaire national à la communication, donc c'est moi qui suis le porte-voix. Je suis minimalement un peu outillé en matière de communication, notamment en communication politique. C'est pour ça que quand il faut porter la voix du parti sur la place publique, non pas parce qu'il n'y a personne, c'est moi. Après, quand on a Ernesto, on a levé Sadou, il faut quand même quelqu'un qui a de la pointe, minimalement une épaisseur, et je crois que c'est pour ça que je suis là. Mais non, il y a bien une structure qui est là, une architecture qui est là avec un président, et tous les démembrements. Après,
faut aussi reconnaître que nous sommes un jeune parti de l'opposition, où les ressources se font rares. Quand je parle de ressources, je parle de ressources financières, je parle de la ressource humaine. S'engager dans l'opposition au Cameroun, il faut avoir les couilles, permettez l'expression. Non, voilà. Le terme est fort. Il faut être engagé. Je croyais que c'était maintenant. Oui, c'est maintenant, mais c'est pas parce que c'est maintenant. Il faut avoir. C'est vrai qu'on a un film qui a le titre « Les couilles de l'éléphant ». Il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir s'engager avec tout ce que ça peut comporter entre intimidation, suppression de X, étiquetage et tout ça. Donc, du coup, si nous ne sommes pas nombreux, vous n'allez pas penser que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas porteurs de quelque chose de sérieux. On parle de la citoyenneté active qui vient justement s'opposer à la citoyenneté résignante, inactive. Et vous savez que c'est l'un des mets les plus consommés au Cameroun. Les Camerounais sont dans « on va faire comment ?» On ne fait plus rien. Ou alors, les seuls ont fait, nous pensons qu'il faut, plutôt que tous les Camerounais soient davantage engagés dans le jeu politique, soit donc actifs. D'accord. On va également recevoir Aimé Sadou. C'est un membre de la société civile. On a préféré mettre engagé. Parce que lorsque vous allez sur sa plateforme, il ne manque pas de se prononcer sur tous les sujets d'actualité. On va me dire qu'il crache du feu. Il crache du feu comme un dragon. Mais il est également disponible pour venir échanger avec nous ici. Aimé, bonjour et bienvenue. Bonjour Dimitri, bonjour aux autres panélistes que je découvre là. Je découvre cette télévision qui est jeune, c'est vrai, c'est 2 mois, 3 mois. Oui, on est là. D'accord. On est dans le champ. Merci d'avoir permis que je sois là pour exprimer, de faire partie des premiers invités qui vont faire l'histoire de cette télévision. Oui. Voilà, donc c'est ça. Quand on dit le Wadjo de service, ça veut dire quoi exactement? C'est quoi que c'est le Wadjo de service? Est-ce que c'est un Wadjo qu'on envoie? Est-ce qu'il fait partie également de ce que l'on qualifie du bétail électoral? Est-ce que c'est un Wadjo comme tous les autres Wadjo pour le chai, le soya et tout ça? En fait, tout ça est combiné, en fait, puisque depuis un moment quand même, dans ce pays, on détermine les populations du septentrion avec tous ces types de noms, Wadjo, Babana, tout ce que vous voulez. Donc du coup, on s'est dit, parce qu'on a la grâce de venir à la télé s'exprimer, parce que nous avons des plateformes sur lesquelles on s'exprime, on s'est dit, nous prenons sur nous de porter cette appellation qui, pour nous, à la limite, au-delà du fait qu'elle soit péjorative, n'engage que ceux qui l'expriment selon l'angle de l'expression de chacun. Et le Wadjo de service, ça veut dire c'est un citoyen camerounais au service des Camerounais. Alors, je veux également préciser à nos téléspectateurs et internautes que lorsqu'on dit Babana, concrètement, ce que l'on peut penser, ce n'est pas une injure. Babana, ça veut dire le frère. C'est ça? Ben, ça dépend de la manière dont... On dit toujours le Babana et tous les autres. Oui, mais sauf que ça dépend de la manière dont s'exprime aujourd'hui. Même quand on dit Wadjo, on dit Wamileke, on dit Wundo, ben, ça ne veut rien dire en réalité. Mais nous, on dit, on assume, parce que il faudrait qu'on soit quand même les gardiens de ce temple qu'est le Cameroun. Et nous, en tant que personnes du septentrion, nous revendiquons personnellement d'être des grands patriotes. Et nous pensons que le combat que nous menons pour que ce pays aille de l'avant est un combat qui est mérité, est un combat qu'on doit mener. Et on a décidé qu'en tant que Wadjo, nous allons être devant la scène et nous allons nous battre pour que ce pays aille de l'avant, simplement. D'accord, merci. Et Aimé Sadou, le temps pour Jean-Paul Ngoumou de nous retrouver au cadre de ce programme. On va faire un clin d'œil du côté de la partie technique à nos réalisateurs qui célèbrent ces 1 an de plus aujourd'hui. Vous savez, nous sommes devant, mais les gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont derrière les soldats, qui sont en réserve, on va dire à monsieur, et un joyeux anniversaire, c'est votre jour aujourd'hui. Alors, on va marquer une pause pour prendre justement ce que le code qualifie de biscuits ou des mises en bouche. À tout de suite. Par vous, Ernesto Yéné, écran noir, les écrans sont noirs. Oui, vous parlez de la mort de Bassek Bakobio. Lui, Bassek Bakobio, c'est quand même le festival des écrans noirs. C'est notre petit festival de Cannes à nous, qui nous vaut quand même un regard du monde sur ce que nous faisons en termes de cinéma. C'est depuis 1997 qu'il crée ce festival. Avec Bassek Bakobio aussi, c'est d'abord écrivain. Il a 3 ouvrages à son actif. Le film Sango Malo, qu'il a rendu célèbre, est
le film d'un de ses livres qu'il avait écrit. Bassek Bakobio était un diplômé en sociologie et en philosophie, ce que les gens oublient souvent. Ouais. Il n'est pas arrivé dans le cinéma par accident. Oui. C'est pas un ovni. Non, c'est pas un ovni. Bassek Bakobio, on l'a vu venir. Il a travaillé avec beaucoup de personnes en tant que dans la direction, la réalisation et même la direction photo de certains films montés par des étrangers ici. Donc, ne serait-ce que pour ça, je crois que le temps de la culture devrait s'arrêter et respirer un grand bol d'air parce que ces genres de figurants ne se remplacent pas. C'est tout simplement. C'est vraiment des moments comme ça qui nous montrent que le temps passe et que nous sommes en train de tourner la page d'une certaine génération. Il nous faut maintenant nouveau Bassek Bakobio. On en a. C'est vrai qu'on a d'autres festivals au Cameroun, on a d'autres acteurs, d'autres réalisateurs, mais on se demande, on se rassure toujours, on veut plus se rassurer qu'il y a une transmission. Ouais. Quand quelqu'un meurt, à un moment donné, ce qui intéresse, c'est il faut laisser quelque chose. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il y a quelqu'un qui m'a dit lors du décès d'un des classiques du pouvoir, il m'a dit vraiment c'est un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Disait Amadou Amateba. Pour qu'un vieux qui meurt soit une bibliothèque qui brûle, il faut que ce vieux ait laissé quelque chose comme écrit. Oui, mais il faut laisser de manière orale. Il faut échanger avec des gens. À l'époque, il y avait l'écrit. C'est à chacun. À l'époque, il y avait l'écrit. Laissez le prétexte de l'oralité. À l'époque, les gens parlaient à l'époque, on écrivait sur des plaques. Oui. Vous ne pouvez pas avoir été président de l'Assemblée nationale pendant 40 ans et n'avoir même pas laissé vos mémoires. Vous nous devez au moins, c'est ça, pour avoir jamais notre pouvoir. Est-ce que c'est pas le problème des héritiers de ces gens qui étaient par exemple autour de Bassek, qui était, vous avez évoqué un nom, l'ex-président de l'Assemblée nationale, peu à son nom, le président Kawaya Gedibril. Je profite pour parler également du feu président du Sénat. Est-ce que ce pas les gens qui sont autour d'eux, à qui l'on se confiait, qui peuvent rédiger pour que leur mémoire ne disparaisse pas? La charge du pouvoir, le leadership vous impose de laisser quelque chose aux gens. Oui. Sauf si vous ne faites pas ce qu'il y a un brin de sorcellerie dans votre magistère. Bassek Bakobio a laissé 3 films, 3 ouvrages. C'est beaucoup pour la postérité. Il a laissé les écrans noirs, il a laissé l'école où on enseigne l'audiovisuel, là, du spectacle aux gens. C'est encore long. Là, il a laissé quelque chose. Et je ne veux pas dire que les morts ne se valent pas. Les morts ne se valent vraiment pas. Un gars comme celui-là, il va nous manquer chaque jour de notre vie. Parce qu'imaginez seulement le nombre de petits cinéastes qui se font découvrir pendant les écrans noirs. Oui. Bon, et Bassek Bakobio, c'était comme un totem de par les conseils qu'il donnait de son vivant aux jeunes acteurs. Il y avait ce qu'on appelait les ateliers pratiques. Il y avait souvent les masterclass qu'il organisait constamment pour les réalisateurs. Ça, c'est quelqu'un qui nous a marqué au fait chaud, qui va nous manquer. Mais il n'y a plus de ça, le cinéma. À l'époque, on allait souvent à la BIA, on allait partout voir. Ben voilà, on ne pouvait pas lui demander aussi tout en même temps. Bassek Bakobio, on ne pouvait pas lui demander tout. Il vous a laissé 3 grands films, 3 grands livres, un festival. On va dire chapeau l'artiste. Alors, chapeau l'artiste. Je voudrais avec vous, Hubert, le temps pour Jean-Paul Ngoumou de nous retrouver ici. Hubert, Bassek, vous avez vécu les écrans noirs, j'imagine vous étiez encore un peu plus jeune. Il vous arrivait d'aller voir des films, des gens qui venaient de partout, rencontrer des acteurs, et tout cela qui était dans le 7e. Aujourd'hui, Bassek est passé. On va dire que finalement, les écrans sont devenus noirs aujourd'hui. Je vous avoue que l'annonce du départ de Bassek n'a pas laissé les gens indifférents en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a annoncé, j'annonçais le décès à une collègue qui a peut-être... Elle est très proche, je crois que c'est le fonctionnaire d'Ernesto, qui me révélait effectivement, et je confirme ça, que Bassek avait un côté sociologue, parce qu'elle-même également, elle a un passé de sociologue, et on en parlait, on se rappelait justement à l'époque, la charte TV accompagnait le projet Écran Noir. Et je me rappelais, c'était devenu comme une récitation coupée. Action. Action. Vous comprenez un peu, on regardait ça. Mais là, c'est la dernière action, Bassek, on a dit coupé. Et il y avait une autre parole là qui ne me revient pas à l'instant. Donc, on s'est habitué, nous étions encore très jeunes. Ernesto a parlé de 97, vous imaginez forcément. Et tu as raison de dire, Dimitri, que j'étais très jeune à l'époque. Ça fait pratiquement 27 ans, si ce n'est 28 ans, forcément. Donc, c'est un monument qui s'en va. Il s'en va comme ça. Je n'ai pas envie de dire à la fleur de l'âge. J'ai eu dit qu'il a 69 ans. C'est pas très jeune, mais c'est pas très vieux aussi. On va dire un vieux jeune. Un vieux jeune, c'est là. Parfois on est vieux, mais on a des idées. Il n'avait pas encore atteint l'âge de prédisposition qu'on a dans la Bible, c'est 70. Il était à 69. Quand on pense qu'il n'était pas très loin. On pense qu'il y en a qui sont largement au-delà, qui estiment qu'ils sont encore jeunes. Donc ça fait beaucoup de peine, mais
Je voudrais quand même rebondir sur quelque chose qu'a dit Ernesto. Oui. En Afrique, un vieux qui meurt est une bibliothèque qui se brûle. Oui. Ça a du sens. Parce qu'en réalité, il y a ce débat entre comment relater l'histoire africaine. Oui. On fait comment? Voilà. Or, l'histoire africaine, l'Afrique a longuement été exclue du processus de transmission de l'histoire parce qu'on l'accusait de ne pas avoir une écriture. De n'avoir rien laissé. Or, beaucoup de penseurs, Kizerbo, pour ne pas le citer, et peut-être Cheikh Anta Diop, ont démontré que en fait, ce n'est pas l'écriture celle qui fait l'histoire. L'Afrique, c'est d'abord aussi l'oralité. Et c'est dans cette logique-là qu'effectivement, convoquant Amadou Hampâté-Bâ, on disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt. Parce que le vieillard a une capacité narrative qui va justement te situer sur un certain nombre de faits, même si sa narration n'est pas forcément. Même si parfois il y a quelques parce que la mémoire peut lui faire quelques infidélités. Mais cela a permis à ce qu'en intégrant l'oralité comme une source de l'histoire, que l'on parvient à admettre que, effectivement, l'Afrique aussi a une histoire. D'accord. Voilà. Et Kizerbo, pour sortir par là, disait que l'homme est un aliment historique. C'est-à-dire que quand l'homme vit, partout où il est, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'écrire tout ce qui se dit là, mais on sait que nous faisons l'histoire parce que nous sommes la deuxième production de c'est maintenant ou jamais. Donc, on n'a pas forcément besoin. Vous êtes dans l'histoire de... J'avais vous dire que je suis historien par la base. D'accord, historien par la base. Et Aimé Sadou, aujourd'hui, lorsque vous avez Bassé Bakogyo qui part, on doit le pleurer ou le célébrer? Enfin, les deux ne sont pas séparables. Ouais. Monsieur Bassek est un aîné avec qui j'ai travaillé à un certain moment au ministère de la Culture. D'où votre présence sur ce plateau, si vous ne le saviez pas. Ah d'accord, en fait, pendant un moment, j'ai quand même eu la grâce de travailler pour la restructuration du musée national. Oui. Ça fait qu'il y avait des projets qui étaient liés à des documentaires. Et donc j'ai travaillé dans ce sens avec M. Bassek, qui est un aîné que j'ai beaucoup apprécié. On devrait célébrer cette personnalité sur le plan de ce qu'il a laissé au cinéma africain, au cinéma camerounais et au cinéma mondial. En même temps, on devrait pleurer parce que le monde de la culture, selon nous, est le monde qui détient le plus de savoir dans l'histoire de l'humanité. Et sur tous les plans d'ailleurs. Quand on regarde les champs dans lesquels la culture est capable d'élever l'humanité, les gens se limitent au griotisme, aux artistes musiciens, au théâtre et tout, alors que la culture, c'est toutes les œuvres qui viennent de l'esprit, que ce soit l'architecture, que ce soit l'écriture, les romans et tout ce que vous voulez. Donc c'est un domaine qui est très large. Et M. Bassek était dans tous ces domaines un peu à la fois réalisateur, scénariste, écrivain et tout ce que vous voulez. Le Cameroun devrait pleurer un grand du cinéma. J'ai entendu salle de cinéma. Aujourd'hui, les pays qui ont encore des salles de cinéma, ils se comptent peut-être pas sur les doigts, mais de moins en moins, puisque la plupart des formats qu'on produit aujourd'hui, c'est un peu plus pour la télévision. Et puis, nos téléphones, nos iPads, nos iPhones, nos petites tablettes et tout ça, aujourd'hui, font que tous les films, chacun préfère rester dans son petit coin avec son casque aux oreilles et regarder. Bassek mérite qu'on pleure. Et Bassek mérite qu'on le célèbre à la fois. Parce qu'un festival comme les Écrans Noirs, qui a fait découvrir quand même beaucoup de talents, qu'ils soient camerounais, africains, et même du cinéma mondial au Cameroun, c'est quand même quelque chose. Le film Sangomalo est un film qui a marqué quand même l'histoire de l'humanité. Donc, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui sur le plan du cinéma qui fait que le Cameroun s'élève? Nous avons beaucoup de réalisations pour la télévision, pour les réseaux sociaux, mais à un moment donné, on regarde un peu la qualité des scénarios, la qualité de la gestuelle des acteurs. Des acteurs qui montent. Voilà, et on se dit, est-ce que c'est l'héritage de Bassek? Est-ce que quelqu'un était un pionnier, qui a eu le courage sans moyens? Oui, avec les Jean-Pierre Bécole. Jean-Pierre est un peu... quelques années après, il est arrivé jeune de 9 ans ou de 8 ans. C'est la génération de 60 ans et tout 66. Donc, je veux dire que le cinéma au Cameroun devrait prendre l'exemple sur un monsieur comme Bassek et produire ce qu'il y a de meilleur. Parce que la particularité des Camerounais, c'est qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Parce que l'esprit du Camerounais est très vif, l'esprit du Camerounais observe, l'esprit du Camerounais est capable d'imiter dans le bon sens comme dans le pire. Maintenant, Bassek est parti, chapeau l'artiste, fait un bon voyage et à très bientôt, cher ami. Alors, Jean-Paul Ngoumou,
vous qui arrivez, on imagine que vous avez connu la belle époque avec les grandes salles de cinéma, le Rex, le Mfundi, les portiques et autres. Parce que lorsque les gens arrivent à l'avenue Kennedy, la Meuf Fou, on ne sait pas qu'il y avait une salle de cinéma là. Justement, là, il y a le buste de Kennedy. Il y avait une salle de cinéma là, où le cinéma des portiques. Lorsque vous êtes chez vous, on vous dit Bassek est tombé. Ça vous fait comment? Vous savez, Bassek, c'est le courage, c'est l'ambition, c'est l'audace. C'est ce qu'il faut saluer, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. En réalité, bonsoir au platal, je m'excuse et je m'excuse également on s'est pas rendu compte du retard. C'est l'audace. Vous savez, notre pays peine aujourd'hui parce qu'il y a un manque de courage, parce qu'il y a un manque d'audace. Et ça, il faut s'y lancer. J'ai pas grand-chose à dire. Il a fait ce qu'il pouvait faire, et vous verrez que par la suite, ce sera très compliqué de relever cette pente-là. Oui, cette pente-là, parce que sans moyens, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, il a fait de son mieux. Il a fait du Cameroun quand même le carrefour, le carrefour du cinéma africain, à l'instar de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et vous savez que nous sommes très forts pour ignorer tous ceux qui ont fait quelque chose, ceux qui méritent, ceux qui présentent un Cameroun conquérant. On a entre autres dans le domaine de la culture, je ne peux ne pas le citer, Gérard Essomba. Votre cousin. Gérard Essomba, qui est là, un grand acteur, qui a fait de son... Il est toujours là. Il est vivant, oui. J'espère qu'on le recevra ici d'ici bien. Qui est aux oubliettes. C'est un peu ça le mal de notre pays. Mais dans tous les cas, nous sommes dans une situation où vous avez dit, c'est maintenant ou jamais. Ou jamais, oui. Mais c'est maintenant, il n'y a pas de jamais. C'est maintenant. Et c'est maintenant, il faut de l'audace, il faut sauter ce pont, il faut briser ces chaînes qui nous entourent là depuis quelques années. Il faut avoir ce courage-là, le courage d'avoir peur de dire non. Et de franchir l'obstacle. D'avoir peur de dire non, de se prononcer. Alors, merci, c'était une mise en bouche. Nous nous inclinons, l'équipe de production de ce programme. C'est maintenant ou jamais avec toute la direction générale et même le président du conseil d'administration. Nous inclinons, cher monsieur, devant la mémoire de Bassek. Salut l'artiste, on se retrouve derrière pour le plat de résistance. Plateau de votre programme, c'est maintenant ou jamais. Je signale que vous pouvez nous recevoir sur Rascom au numéro 926, sur Kryolink Yaoundé canal 26, Kryolink Douala canal 270, sur Swecom canal 132 sur Digital, en direct sur Facebook. Vous allez sur la page Pierre Blériot Niemek et même sur YouTube pour justement échanger ou bien partager avec nous sur ce plateau. Le numéro de téléphone qui s'affiche permet de prendre vos avis dans le cadre de ce programme. Je voudrais avec nos invités que l'on mette évidemment les pieds dans le plat. Je vais commencer par Aimé Sadou. Lorsque vous regardez le Cameroun aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le pays est bloqué? Enfin, au-delà de l'impression, c'est un fait. Le pays est complètement bloqué parce que tout tourne autour d'un individu qui est le président de la République. Oui. Tout tourne autour d'une association qui s'appelle le RDPC. Et donc, quand le président ne bouge pas, personne ne bouge. Vous voyez des ministres qui, quand ils posent un acte, le président de la République a dit que. Et comme le président de la République ne bouge pas, par rapport à tout ce que tout le monde attend, il a fait une promesse, son discours de fin d'année, que bientôt on aura des changements et que les jeunes seront mis en avant. Les jours à venir. Les jours à venir. Je voudrais quand même rappeler, je le dis souvent, M. Biya, il est d'ailleurs très fier de le dire, et il vient du village, c'est un villageois. Villageois ici, c'est dans le sens, il dit, je suis cultivateur. Et dans le village, quand vous dites, je vais à la maison de Dimitri à 300 mètres derrière. Je vais à côté. Non, vous le faites encore 3 jours de marche. Donc, en réalité... Ou alors vous marchez à pied, vous dites, dès qu'on traverse la colline, là... Voilà. Donc, en réalité, et puis c'est quand même assez navrant, parce que un État... comme le Cameroun, qui est un pays très dynamique, ne peut pas tourner autour d'une seule institution qui est la présidence, d'un seul individu qui est le président d'une association. On ne peut pas ramener le Cameroun à cela.
Les Camerounais ont besoin de bouger. Et ce qui fait que ce Cameroun est encore debout, c'est parce que les Camerounais bougent. Et maintenant, quand on vient tout stationner, parce que au-delà de tout, au-delà des affaires que nous faisons, au-delà des affaires qui sont faites dans ce pays, tout tourne un peu autour de l'administration, les administrations à Yaoundé principalement. Le président a dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais sauf que Yaoundé ne respire pas en ce moment. Tout est à l'arrêt. Vous allez dans les ministères, la plupart des visages sont morts, les ministres ne signent presque pas les dossiers. Chacun se dit, est-ce que je pars demain, est-ce que je pars pas demain? Ceux qui signent un peu dans la précipitation en se disant, il vaut mieux que le budget qu'on a engagé, je donne à mes cousins, Aimé, Dimitri et tous les autres. Non, pas Dimitri. C'est quand même que Dimitri, pas le mien. Il me semble que Dimitri n'est pas une appartenance en bas. C'est un prénom X. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un Dimitri dans le monde, certainement, à qui on dit on donne rapidement un marché, avant qu'éventuellement le BIC que Feu Caraï a donné au président de la République à l'Assemblée nationale, le BIC, le stylo, ne fasse son travail et que le président fasse son devoir. Nous pensons qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un remaniement quelconque pour que le pays soit en marche. Il y a des Camerounais qui font des affaires, ils ont besoin de voir les choses bouger. Vous avez des administrations mortes, vous avez des impôts, on ne sait plus comment, vous avez des finances, la fonction, tout est presque à l'arrêt. Le pays fonctionne dans un ralenti qui est même de plus en plus inquiétant. Parce que les gens vous le disent. Il y a des gens qui sont stationnés en silence, mais il y a des gens qui vous disent qu'on ne va pas bouger parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Comme je vous dis, ceux qui courent parce qu'ils ont des intérêts particuliers. Mais le pays ne devrait pas s'arrêter parce qu'on attend éventuellement un remaniement, parce qu'on attend qu'un jeune soit mis à gauche. On dit le président de la République a sur sa table à peu près 17 directeurs et adjoints, directeur général adjoint, qui attendent d'être nommés. On dit le président sur sa table, un vice-président qui sera, on nomme un président, bon bref, peut-être c'est pas le sujet, mais le pays est en arrêt et c'est de plus en plus désolant. Rien ne marche dans ce pays. Alors, Ernesto Yéné, vous qui avez un peu d'amis dans la diaspora, parce que de temps en temps vous y allez, lorsqu'on pose la question lors d'un coup de fil, Ernesto Yéné, bonjour, comment va le Cameroun? Vous leur dites quoi? Dimitri, en 2026, ce n'est plus une question qu'on pose beaucoup. Généralement, c'est comment est-ce que vous ressentez les choses là-bas? Comment vous faites pour rester là-bas? C'est ce que les gens de la diaspora nous demandent. Vous faites comment pour rester là-bas et être tranquille? Et être aussi, j'allais me dire, joyeux à la limite. Oui. Parce qu'ils estiment qu'au regard des nouvelles qui leur parviennent, tout est censé être énervé les Camerounais. Oui. Il y a une formule qui voudrait qu'on dise au quartier que le pays a traversé les remèdes. Non, pour le Cameroun, nous sommes dans les remèdes. Comme dans les remèdes. Nous n'avons pas traversé les remèdes. Nous sommes dans les remèdes. Nous sommes dans un pays bloqué. Tout simplement bloqué. On est arrivé à un niveau où un président vous dit le remaniement est dans les prochains jours, les prochains mois. Les prochains mois vont devenir les prochaines années. Et ça ne dérange personne. Tout ce qu'on a envie de faire en ce moment, c'est du braquage constitutionnel pour bloquer le pays au nom de certaines personnes. Oui. Et comme vous parlez, j'ai un ami qui travaille pour un service humanitaire dans la zone en Cisjordanie. Oui. Rendez-vous compte qu'à Gaza, il y a eu l'élection municipale la semaine passée. À Gaza, il y a eu... Mais à Gaza, ça crépite, non? Il y a eu l'élection municipale là-bas la semaine passée. Oui. Mais au Cameroun, on ne peut pas vous dire quand est-ce que les élections ont lieu. Lesquelles? On ne peut pas vous dire. Les élections municipales ou les mandats ont été prorogés. Mais est-ce que vous avez une date? Vous n'avez pas de date. Vous n'avez pas de date. On sera en 2027 là. Le peuple donne 5 ans aux gens et quelqu'un estime que non, il peut donner 2 ans de plus à ces gens-là. Et on estime qu'on est dans un système qu'on veut, je sais pas, qu'on va arracher, on dit démocratie. Non, c'est un mot un peu fort pour nous. Oui. Nous ne méritons pas ce mot-là. Je crois que la gouvernance que nous avons observé, vous demandez à un pays de bouger, alors que celui qui est censé dire aux autres de bouger ne bouge pas. Le Cameroun a besoin d'un chef chantier pour que les choses marchent. Un chef chantier? Oui, le Cameroun a besoin d'un dirigeant qui soit comme un chef chantier, qui vient au chantier et c'est là-dessus que les choses marchent. Quel est le chantier qui est achevé au Cameroun? Ou même lorsqu'il est achevé, il n'a pas de problème. Je crois que le seul chantier qui est achevé, c'est le siège de l'Africa Foot. Qu'on peut pointer du doigt. Non, c'est pas un chantier du gouvernement, ça, c'est une association privée qui essaie de... On va dire que c'est la chose qu'on peut montrer. On a dû commencer à surprendre magistrat et on a achevé. Mais le reste, tout est bancal. Que ce soit les questions des services publics et les questions des services basiques. Je n'ai pu entrer ici avec les pleurs de la ménagère pour lancer cette émission. Comment se comporte la ménagère? Non, les ménagères au Cameroun marchent en de par eux seuls.
Quand vous allez au marché, vous voyez des femmes qui parlent seules, vraiment, c'est normal. Parce que le maquereau peut passer de 1000 francs à 2000 en une journée. Dans une journée. Et parfois, si ce n'est pas pourri, il faudra pour vos chances qu'il ne soit pas pourri. Donc, voilà les typologies que les Camerounais vivent. Que ce soit l'eau, l'électricité, les soins médicaux. On est encore au niveau où, lorsque vous avez une femme qui doit accoucher par césarienne, vous vous mettez à genoux, vous priez le chapelet. Parce que déjà, simplement, la simple facture qui vous attend pour ces césariennes-là, c'est une punition pour un pays comme le Cameroun. Si vous avez encore une maladie chronique, il vous faudrait encore appeler à l'aide. Regardez ce qui se passe. Quand un artiste est mourir au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? On cotise. Quand un ministre est malade, on cherche un avion médicalisé. En 2026, après santé pour tous pour la santé. Santé pour tous à l'an 2010. Ouais, ça, j'étais encore très petit quand j'entendais ça. Mais pour l'instant, on est dans les fumisteries. Tout ce qui a été mis en place comme projet, que ce soit la couverture santé universelle, c'est de l'esbrouf. Que ce soit la situation des enseignants, c'est de l'esbrouf. Que ce soit la situation même des fonctionnaires, parce que la plupart qui nous regardent là, qui ne peuvent pas parfois se plaindre, ont un mal-être à niveau pareil. Au Cameroun, on tire ne donne pas la queue à la fin du mois. Mais cette queue va se couper, Ernesto. Mais on va se couper. On ne tire pas la queue. Quand on voit un fonctionnaire atteindre le 15, le 16, mais la mine que le gars va afficher, c'est compliqué. Pendant ce temps, on estime que Dimitri, le temps des jeunes et des femmes, on doit permettre au Cameroun, 2 postes ministériels soient occupés par intérim. Donc, un gars est ministre de la Jeunesse, il est aussi ministre du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Comme si dans le RDP, il n'y avait personne pour le remplacer. Pourquoi seulement le RDP? Si on peut piser. C'est le RDP qui gouverne. Bien, plus gravement encore, Dimitri, il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont morts depuis 2 ans, 3 ans, qu'on n'a pas remplacés. Il fallait simplement dire que sur les 66 ministres qu'on a, il y a certains qu'on a oubliés ou qui ne servent à rien. On n'oublie pas les ministres. Mais si vous arrivez au premier ministre, c'est mort 2 ans, on ne le remplace pas. Le poste reste vide par intérim pendant 1-2 ans. C'est les 2 choses l'une. Soit celui qui l'a mené là-bas l'a oublié, soit le poste ne sert à rien. Et c'est à ce niveau que nous en sommes arrivés. Au point où on a l'impression que c'est le poste de vice-président qui était important. Oui. Quand il devait être élu, est-ce qu'il a promis ce poste au Camerounais? Est-ce qu'il avait ça dans son programme? De dire que si je suis élu, je vais mettre un poste de vice-président. C'est encore de l'arnaque que nous vivons en longueur de journée. Les choses les plus élémentaires, comme la gratuité de l'enseignement primaire au Cameroun, ne sont pas respectées. C'est le jour où on a décidé que l'école primaire est gratuite dans ce pays que c'est devenu 2 fois plus cher. École publique de Koningui, moi j'ai payé 500 francs. École publique de Koningui en 2026, on vous demande les tables bancs, le ciment parfois. L'APE parfois on dépasse, je ne sais pas, va au-delà des espérances. C'est vous dire que... Ernesto, c'est pas du Cameroun que vous parlez. Quand on a cette table-là... Je ne parle pas du Cameroun, je ne parle pas de... Je ne parle pas de faits qui sont inventés. C'est ça que vous dites à vos amis. Je vous parle d'un pays qui importe sa nourriture. Nous sommes à plus de 1500 milliards d'importation de nourriture. Le cul en fait encore partie. Le cul c'est la nourriture? C'est encore dedans. D'à côté de la nourriture, les poissons pourris, les œufs pourris qu'on importe pour les Camerounais. Donc nous sommes arrivés à ce niveau-là. On est en train de voir comment on va décapiter la seinerie. Pour nous proposer le riz qui vient dans les cages de bateaux, le riz de porc. Pourquoi on va devenir Camerounais? Elle est même déjà décapitée. Est-ce que vous ne pensez pas que ce pays n'a pas traversé les remèdes? On est dans les remèdes, comme on dit au quartier. D'accord. Nous n'avons pas traversé les remèdes. Et au Cameroun, généralement, tout le monde s'achète, tout s'achète. Mais quand vous pleurez, on dit que c'est parce que vous avez un problème individuel. Non, vous ne pleurez pas pour les autres. Au Cameroun, il faut que ça vous arrive pour que ça devienne un problème général. Alors, vous, lorsque vous parcourez les rues du Cameroun, est-ce que vous arrivez que des gens vous apostrophent? On se dit, on vous voit quand même passer à l'écran pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les choses ne bougent pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Est-ce que parfois vous avez été interpellé comme ça par des citoyens camerounais? Oui, plusieurs fois. Ça, c'est sans doute. La question, c'est laquelle? Qu'est-ce que les Camerounais vous posent? Pour deux raisons. Pour certains, disent que comme nous passons à la télé, on peut les dépanner. Parlez à ces gens, qui vous regardent. J'estime que nous, comme nous passons à la télé, forcément, c'est parce que nous avons plein les poches. Oui. Donc, on peut être une solution à leurs problèmes. Pour d'autres, c'est que nous avons la grâce et le courage de pouvoir porter haut la voix. Et donc, ils nous chargent de venir transmettre, de venir décrire un certain nombre de faits. Et quand j'ai fini ça, moi, je reviens rapidement dans la thématique qui porte sur Paul Biya otage de son système. Le Cameroun en attente. Oui, je veux prendre un bout de ce que développait Ernesto Yéné pour dire effectivement que
le président Biya est pris dans son piège. Il est pris dans son piège. Voilà un élément illustratif. Ernesto parlait tout à l'heure de la taille du gouvernement. Parlez pour vous, hein. Vous n'allez pas tout prendre chez Ernesto. Je suis libre. Sinon, je suis libre de parler chez qui je veux. D'accord. Allez-y, c'est maintenant. Ça ne doit pas vous poser. C'est maintenant ou jamais. Exprimez-vous. Ce que je dis donc, c'est que Ernesto convoquait tout à l'heure la taille du gouvernement. Voyez-vous, quand un monsieur décide de mettre un système sur pied, un appareil gouvernant sur pied, notamment au gouvernement, il vous dit que je mets pratiquement 63 postes ministériels, je ne sais pas si c'est 64 plutôt. Il a grandi, le gouvernement, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas 63. Et subitement, des gens commencent à mourir. En réalité, la logique saine voudrait qu'on les remplace automatiquement. Quand vous avez un individu qui est à la tête de l'État, dont les partenaires ont décidé de claquer la porte. Ils sont d'ailleurs devenus, pour certains, des véritables adversaires. Et ils ne cherchent pas à combler le vide qu'ils ont laissé, si jamais il y a un vide. Vous comprenez qu'en réalité, ces postes-là, c'était des postes qu'on pourrait appeler juste des postes de récompense. Des postes de récompense. Qui n'ont pas, manifestement, un impact direct sur le fonctionnement de l'État. La vraie question, c'est pourquoi il ne change pas. Et je réponds clairement, c'est parce qu'il est captif. Il est pris dans son propre piège. Qui est pris dans son propre piège? Le monsieur qui nomme les ministres. Qui n'a pas de nom, en fait. Écoutez, le monsieur Biya, qui est le président de la République, c'est lui qui nomme. C'est lui qui est pris dans son propre piège. Il est pris dans son propre piège. Le piège, c'est lequel? Le piège, c'est qu'il a mis sur pied une façon de fonctionner. Et aujourd'hui, il est dans l'incapacité de donner du sang neuf à ce système-là. Le deuxième aspect, c'est que à un moment donné, on a le sentiment qu'il fait des déclarations juste pour contempler un certain nombre, ou pour contenter aussi. Ou contenter. Je crois que c'est le terme que vous voulez dire. Merci. Juste pour contenter l'opinion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes sortis de la présidentielle. Je sais que vous avez besoin d'un gouvernement. Il a déjà fait beaucoup de temps. Vous en criez d'ailleurs. Vous avez même exprimé lors du dernier scrutin beaucoup de voix contre moi parce que vous estimez que ce gouvernement est déjà très vieux. Je vous promets que dans les prochains jours, je le change. Mais la vérité est que on a le sentiment qu'après avoir fait cette annonce, les réalités vont le rattraper. Ou les gars lui disent que, monsieur, si nous n'avions pas été là, même les 53% que tu as eu là, tu ne les aurais pas eu. Quand on dit les gars, c'est... Mais les gars, c'est son gouvernement. C'est mieux de dire ici. Je dis non, écoutez, je parle le langage. Vous connaissez le féminin de gare, non? C'est mieux de dire son gouvernement. Les membres de son gouvernement vont donc rappeler à M. Biya, écoutez, monsieur, pour avoir 53%, on a cravaché dur. Et on a dû se mouiller. Parfois, on a appliqué des contre-valeurs. On a dû tricher. On a dû frauder. On a dû se mouiller. On a dû se mettre à dos certains de nos compatriotes. Et d'où vient-il que, pendant que nous on permet à ce que tu sois maintenu au pouvoir, que tu annonces au lendemain de ton élection que tu vas nous dégager. Et lui, effectivement, il reste assis. Il se rappelle que quand même dans le déploiement en termes de campagne, Ali Baba les 40 il n'y était pas. Je vous en prie. Vous êtes hors micro. Il se rappelle que dans le déploiement de campagne, il n'a pas été sur le terrain, véritablement, c'est pas moi qui le dis. Faut-il vous rappeler que le temps de meeting à Maroua, c'était à peu près un discours sur les 58 départements. Et il n'a quitté du côté de 28 minutes de campagne. Donc, il est donc conscient de ce qu'en fait, si il a un héritage, il est parvenu justement à entrer dans la tête de certains compatriotes, notamment nos dévanciers qui sont nos mamans, nos grands-mères au village, pour qu'il obtienne ce résultat qui est discutable. Il a fallu que des gens, à partir des bureaux de vote, à partir des délégations départementales, des commissions départementales, et même de la Commission nationale de recensement, que les gens fassent un sale boulot. Et à partir de là, M. Dimitri, il ne peut être que
pris dans son propre piège. Oui. Mais est-ce qu'il réussit cette ingénierie? La vérité, c'est que oui, il est toujours aux affaires. Parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est de pouvoir gérer. Deuxième élément, et c'est par là que je sors. Sortez. Vous ne pouvez pas gagner une élection où on vous a présenté comme étant l'homme de la situation. Où Le meilleur on vous a présenté comme étant le meilleur risque. Le risque étant que vous êtes la solution à tous les problèmes. Et quelques temps après, vous-même vous portez un projet qui commence à songer à votre remplaçant. Vous déclarez clairement, et c'est écrit dans la Constitution, que vous avez besoin d'un assistant. Pendant que sur 40 ans, les 40 ans qui précèdent votre investiture, pour le 8e mandat. Oui, pour le 8e mandat, vous avez travaillé tout seul. Mais je crois que là, c'est assez symptomatique. On a bien envie de se poser la question de savoir, est-ce que c'est parce que à un moment donné, M. Biya s'est présenté comme étant l'alpha et l'oméga, qui se rend compte que à un moment donné, ne pouvant plus être l'oméga et l'alpha, que il est quoi, bêta ou gamma? Je vous concède ces expressions, de toute façon, mais qu'il se rend compte qu'il est obligé de tendre la main à quelqu'un. Et là, c'est toujours le système qui le rattrape, cette impression qu'il a donnée à ses affidés, qui lui montre finalement qu'il n'est pas celui qu'on a toujours présenté. Alors, Jean-Paul Ngoumou, vous, dans votre façon de faire, parce que dans une autre vie, vous êtes un syndicaliste, vous êtes également allé voler du feu à l'étranger, vous aurez pu rester là-bas, vous êtes revenu pour servir la République. Lorsqu'on regarde le Cameroun aujourd'hui, est-ce que vous pouvez être d'accord, non seulement avec le plateau sombre, on va dire triste, peint par Ernesto Yini, et la situation alarmante d'Hubert Mvolo, de croire que le président est otage de son système, de tout ce qu'il a mis en place, de ses créatures? Est-ce qu'il est possible de sortir là, de faire bouger les lignes ou de pousser la digue, comme disait le professeur philosophe Jean-Baptiste Obama, pousser la digue jusqu'à ce que cette digue cède? Oui, vous parlez du professeur Obama, quelqu'un en qui j'avais énormément d'estime et beaucoup d'admiration. Le président est victime des Camerounais. Victime des Camerounais. Il est victime des Camerounais, pas de notre système. D'ailleurs, vous remarquez que depuis les interventions de tout à l'heure, ce qui est surtout mis en évidence, en dehors de la situation sociale, c'est les postes. Les postes. Les straponteurs. Les straponteurs, le remplacement. Le remplacement, il manque ci, il manque ça. Est-ce vraiment ça le problème que nous avons aujourd'hui? Quand vous avez une lecture assez attentive de la situation politique, en 2026 ou en 2025, qu'est-ce qu'on aurait pu bien attendre du président? Lors de son discours d'investiture, le président a annoncé des changements. Il a posé les bases. Et ces bases-là devaient intervenir au plus tard 2 semaines après. Ce n'est pas arrivé. Et je crois qu'à plusieurs reprises, on s'est retrouvé dans votre radio, je vous ai dit qu'il n'y avait rien à attendre. Il n'y a rien à attendre, pourquoi? Parce qu'il aurait créé un électrochoc. Or, connaissant ce qui se passe au Cameroun, sachant que le président est assez absent depuis quelque temps... Il est assez absent. Assez absent, c'est-à-dire assez absent de la scène. Oui, tout à fait. C'est qu'il y a des gens autour de lui qui rédigent ces discours. Et ceux qui rédigent ces discours... Mais partout ailleurs, c'est pas nouveau, on a des collaborateurs avec qui on s'associe. Oui, mais parfois, vous dirigez tout cela. Disent des choses que les Camerounais veulent entendre. Parce que le fait de dire, au lendemain de l'élection présidentielle, il y a un gouvernement qui vient, le rappeler... Dans les prochains jours. Voilà, le rappeler le 31 décembre, le rappeler le 11, le 10 février, et que les gens y croient, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, qu'est-ce qui ne va pas? C'est que chaque Camerounais a un intérêt à voir où son frère ou lui-même se retrouver quelque part. Or, ce qu'il faut aujourd'hui, comme je vous le disais tantôt, et le président l'a dit à une époque, je crois que c'est un appel au secours. Ce qui tue les Camerounais, c'est la léthargie. Je crois qu'il a dit il y a des années. Beaucoup ont oublié cette phrase-là. La léthargie, c'est qu'on ne bouge pas. On ne bouge pas assez. On est là. On est là, on regarde, chacun se plaît dans sa situation et autres. Or, nous sommes face à une situation où, d'ailleurs, je le répète souvent, quand vous prenez, et par exemple, cette histoire de mandat... le 8e mandat? Non, pas de mandat,
qu'est-ce qu'il a de prorogation des le mandats. secrétaire général à la présidence, il se prévaut des hautes instructions de la présidence de la République. Il y a des hautes instructions. Le ministre d'État, le ministre secrétaire général de la présidence de la oui, le République. ministre d'État se prévaut des hautes instructions, mais pas d'un mandat Délégation de signature. d'une délégation permanente de signature. signature. Mais ce n'est pas le premier à le faire. Tous les secrétaires généraux en ont bénéficié. Je ne veux pas le dire parce que je l'entends beaucoup plus depuis qu'il est là. Parlez à ceux qui le Je l'entends, oui, je l'entends beaucoup plus depuis qu'il est là. Et on a beaucoup d'intellectuels. Nous savons qu'un mandat ne peut pas être ad vitam aeternam. Une délégation n'est pas ad vitam aeternam. Une délégation est express. Et elle est limitée dans le temps et l'espace. Et porte sur un domaine bien précis. Donc quand vous venez dire que ce mandat est ad vitam aeternam, ça veut dire qu'en réalité, le président a non pas délégué, a transféré le pouvoir qu'il a reçu des Camerounais. Et c'est ce qui pose justement un problème par rapport à l'interprétation qui est faite aujourd'hui avec la vice-présidence. Or, si on peut trouver une explication de par la Constitution avec ce qui a été fait à cette institution de la vice-présidence, il est inadmissible qu'on puisse dire que quelque part, il y a un mandat ad vitam aeternam, une délégation ad vitam aeternam. C'est ce qui est contraire. Et donc, tous les pontes du RDPC, tous les grands professeurs qui viennent, essaie de vous dire que non, il y a un mandat. D'ailleurs, Jeune Afrique a repris cette semaine. A repris cette semaine en disant cette fameuse délégation pour remettre en cause. Ils ont encore chargé le ministre d'État, secrétaire général de la République, qui n'est qu'un collaborateur du chef d'État, qui agit toujours selon la parole de son patron. Donc, si vous voulez, moi, ce que je pense en réalité, c'est que notre pays, et je l'ai souvent dit, comme beaucoup de pays africains, ne se sont pas encore construits. Nous devons... Là, le Cameroun, en ce moment, et depuis quelque temps, il est à l'arrêt, comme beaucoup d'États africains. Il est à l'arrêt. Nous devons prendre le courage de changer les choses. Et le courage de changer les choses veut dire en réalité que nous pensions d'abord, à l'intérêt général. Et c'est cet intérêt général, en réalité, qui va permettre qu'on booste, qu'on sorte de là où on est. Mais tant qu'on est cantonné dans nos petits intérêts individuels, sans voir le lendemain, parce que ce Cameroun que nous avons, c'est les générations passées, présentes et futures. Et nous avons pour seul horizon, c'est quoi? C'est le Cameroun. Donc si nous avons comme horizon le Cameroun, nous devons regarder en face et dire que non, nous en avons marre. Et quand on a marre, on ne joue pas. Or, nous jouons tous et c'est ça qui fait problème. Je rappelle que vous, Jean-Paul Goumou, vous avez été en soutien du président Biya en 2018. Vous étiez membre, je crois, du G20 ou du G35. Oui, non, j'ai été membre du G20 et puis en 2020. Donc vous êtes aussi comptable de cette gouvernance. Vous ne pouvez pas vous désolidariser de ça? Non. Vous avez vendu ce projet en 2018? Non, il faut comprendre. Il faudrait quand même qu'on le dise aux téléspectateurs, aux internautes. Vous étiez avec eux. Non, ce n'est pas le problème d'être avec eux. Ce n'est pas d'être Vous étiez avec lui. Ce n'est même pas d'être avec lui. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir quelqu'un. Or, l'opposition dans ce pays est la première cause de ce qui ne va pas dans ce pays. Parce que l'opposition n'arrive pas à se concerter, à s'accorder. Or, dans des pays comme les nôtres, pour pouvoir avancer, il faut être ensemble. En 2020, vous avez l'ennemi comment? En 2018, on a sollicité un ensemble de choses, mais les égos sont supérieurs à toute idée d'intérêt général. Ça s'est vu encore récemment en 2025. En 2025, dès l'instant où Bouba Bello et M. Bouba Bello et Issa Chiloma, aujourd'hui en Gambie, Issa Chiloma aujourd'hui en Gambie, se sont désolidarisés du gouvernement en place. Enfin, ils ont démissionné. Voilà. Ils sont partis. Pour moi, il était clair en fait que celui qui méritait d'être soutenu, autour duquel devait se faire une alliance, construire une alliance, c'était le président Bouba. Pourquoi? Parce que l'UNDP, c'était le premier parti d'opposition. Sans aucun intérêt. En termes de représentation et de tout. Sans aucun intérêt. Je ne connais pas. Non. Parce qu'en fait, il faut construire quelque chose. Sachant que les présidentielles, c'est un problème très complexe, c'était de préparer les législatives et les municipales qui suivaient. Bon, or, avec cet éclatement qu'il y a eu, il fallait savoir que rien n'allait avancer. C'est cette situation que nous sommes en train de vivre et que nous allons encore connaître pendant quelques temps. Parce que si vous regardez bien, vous observez que l'opposition à l'heure actuelle est quasiment à terre.
Il y a juste des soubresauts par-ci, par-là, mais les gens se cherchent. Il y a même des silences qu'on traite de coupables. Je ne sais pas si c'est... Parce que chacun se dit... Vous pensez que c'était Bello, mais plutôt la coalition, ou alors le mouvement a plutôt pris auprès d'Issa Tchiloma Bakary, qui est sorti seconde la présidentielle. Je ne vais même pas analyser... C'est la déclaration du Conseil constitutionnel. Oui, non, je ne veux même pas analyser. J'essaie de vous donner des choses un peu de manière rationnelle. Oui. Que s'il fallait se regrouper autour de quelqu'un, la logique aurait souhaité que ce soit le président Bouba Bello. D'accord. Je signale que le programme est interactif et ceux qui nous reçoivent ont certainement envoyé les messages au 6 94 57 35 95. Et comme vous le savez, si les messages ne sont pas signés, c'est peine perdue. Vous n'avez pas besoin de nous balancer un message sans pour autant assumer. Le président Biya disait encore qu'on n'a plus besoin de prendre le maquis pour s'exprimer. Je vous en prie, Nesto. Le président l'a dit, on le prend au mot. Vous n'avez pas besoin de prendre le maquis. La preuve, vous êtes sur ce plateau. Vous exprimez. Le président a parlé du maquis. S'il vous plaît. Vous vous exprimez ici, mais chacun va rentrer chez lui. Je ne sais pas si... Vous dites? C'est pas sûr. C'est pas sûr que chacun va rentrer chez lui. On va donc lire les messages qui ne sont pas venus. Bonjour, monsieur Dimitri Abba. Mais Ernesto Yéné, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Très belle chemise. Mais lui, il est toujours comme ça. Il tire sur le président. Les choses qui se passent chez lui et mon boy, il ne nous raconte jamais. Au 6 94 57, il a parlé de la situation des Mombo. Il a parlé, il y a une situation triste à Mombo. Je ne suis pas le maire à Mombo non plus, je ne vis pas grâce à leurs impôts. C'est là-bas qu'il faut aller crier. À Mombo. Ouais. D'accord. Je ne suis pas le Messie. 6 94 57 35 95. Vous nous donnez un nouveau modèle, le Wadjo des services. C'est quoi ce titre-là? Qui l'a mandaté? Il a été élu par qui pour parler au nom des Wadjo? Il a évoqué les bananes. Est-ce qu'il connaît Babana? Est-ce qu'il connaît notre situation? Nous, les vendeurs de chai, nous qui conduisons les motos. C'est Ali qui a envoyé ce message. Il s'est dit, Wadjo de service, qui vous a mandaté pour parler au nom des Wadjo? Ibé Mvolo, merci pour votre représentativité. Et comme disait M. Dimitri au départ, c'est Angéline qui a envoyé le message. Comme disait M. Dimitri, on a l'impression que c'est vous le véritable président du parti. Et qu'au fond, il n'y a rien. Il a convoqué le projet du CAC 6 94 57 35 95. Mais le monsieur qui est avec vous sur le plateau, ou c'est Ngoumou, ou c'est qui? Ce n'est pas le type de Mvora qui se bat avec les gens, qui refusent qu'on vienne développer le village chez lui. C'est Mathieu qui a avancé ça. Ah oui, c'est Jean-Paul Ngoumou. Jean-Paul Ngoumou, il a des batailles du côté de Vogada. En fait, lorsqu'on dit Vogada, les gens ont l'impression que c'est un quartier, mais c'est d'abord un village. Lorsqu'on dit Emombo, par exemple, Ernesto, il y a où c'est le village des gens? Emombo, c'est d'abord un village. Comme un Parisien de Paris, un Emombo et des Mombo. D'accord. Il y a des prédateurs qui pensent qu'ils viendront faire leur lit là tranquillement. D'accord, 6 94 57 35 95, c'est Judith qui dit, monsieur Dimitri Amba, j'apprécie la posture de monsieur Sadou. Il est posé, il dit des choses telles quelles. J'ai l'impression que vous l'avez muselé. Non, Judith, on ne l'a pas muselé. On ne pas justement par lui. Alors, Aimé, au regard de tout ceci, le président, chaque fois, a quand même annoncé, on va dire, des projets, des mutations, des mouvements. Il le fait en temps opportun, au point de qu'on l'a présenté comme étant le maître du temps et de l'horloge. Est-ce que vous aussi, vous croyez en ça? Et que lorsque son temps va arriver, il y a une image d'ailleurs qui circule partout, le président qui regarde l'heure, lorsque le temps arrivera, il fera ces mouvements que vous attendez. Vous qui dites que le Cameroun est bloqué, il va débloquer la situation. Je voudrais déjà... Je peux répondre à Ali, là? Oui, répondez à Ali. Je voudrais dire à Ali, j'ai pas besoin, d'abord, d'être Wadjo pour défendre le statut des Wadjo, parce que c'est d'abord des Camerounais. Mais je voudrais dire à Ali qu'en réalité, je suis du Septentrion, je suis de l'extrême nord, et je suis d'un village qui s'appelle Kaélé. Est-ce que ça te va, mon cher Ali? Est-ce que du fait que je sois de Kaélé dans l'extrême nord à Marois, fait que je peux parler pour mes frères parce que je connais leur histoire. Voilà. Mais je voudrais te rappeler que tous les Camerounais sont mes frères. Je suis né à Yaoundé. Mon nombril est enterré au plateau à Temengue. Ça veut dire que je suis un Camerounais 100%. D'accord? Et je me bats pour tous les Camerounais. Voilà. Wadjo de service, c'est une signature. On est d'accord ou pas? Mais c'est maintenant ou jamais. Voilà. Maintenant, le président Biya ne peut pas prétendre, ou ceux qui le disent prétendent que Biya est le maître du temps. Le seul maître du temps, c'est le créateur absolu de toutes choses. Oui. Demain, on a vu ses compagnons qui sont en train de partir un à un. Oui. On leur dit doux repos. Il peut arriver que demain le président s'en aille aussi. Personne ne sait. Ou bien qu'il rentre au village. Qu'il rentre au village ou qu'il reste à Yaoundé, il va partir. Parce que tous, à un moment donné, on va
partir. Nul n'est éternel, on le sait ou pas. Donc on arrête de jouer à ça. Le président ne peut pas prétendre, ou ceux qui le disent ne peuvent pas prétendre nous dire que le président est le maître du temps. Oui, le président a un pouvoir éphémère, qui est un pouvoir humain. Il est le président de la République. Son BIC décide de qui est là, de qui n'est pas là, quels sont les projets qui peuvent aller, quels sont les projets qui ne vont pas. Le président Biya a promis tellement de projets. L'un des projets dont je parle souvent est le projet du rail qui devait partir de Ngaoundéré pour Kousséri. Le président l'a dit, j'y veillerai personnellement. Et ça nous fait, on commence la campagne de 2025 par des histoires de réfection de l'axe Ngaoundéré-Garoua, c'est jamais fait. On parle de l'axe Mora-Kousséri, c'est jamais fait. C'est quand même la nationale numéro 1. Combien de projets sont à l'eau? Combien de tracteurs sont enterrés dans des champs, dans la forêt au sud du Cameroun? Combien de projets liés? On a voulu relancer la ferme de Fumban qui produisait les tomates. En fait, l'entreprise qui produisait les tomates à Fumban, parce qu'on avait un problème de tomates au Cameroun. On a créé des usines de manioc pour avoir l'amidon et que les Camerounais mangent tous à leur faim. Si on commence à décompter les promesses et les projets promis par le président Biya, on sera ici dans 2 jours encore. Je ne sais pas si la réalisation ou si la direction de cette télévision va permettre qu'on commence à... Peut-être qu'on reviendra dans une autre production. De toutes les façons... C'est pas le bilan. Les promesses politiques qu'on disait, le président français Mitterrand, n'engagent que ceux qui y croient. La démocratie n'engage que ceux qui y croient. Donc, le président Biya fait des promesses politiciennes. Certaines, entre guillemets, auraient pu être tenues, d'autres non. Est-ce que c'est du fait de M. Biya qui ne surveille pas ses chantiers, comme j'entendais dire tout à l'heure? On a besoin d'un président chef de chantier, c'est ça? C'est ça. Maintenant, est-ce que Biya, malheureusement, contrairement à son prédécesseur Idio, ne descend presque jamais un pouvoir si un chantier a démarré ou il n'a pas démarré? Donc du coup, les gens se sont rendus compte sur le temps que le président, ne surveillant pas ces chantiers ou les chantiers mis en chemin, se retrouvait, le président Biya n'est jamais sur les chantiers dont les Camerounais ont commencé à faire des rapports au président Biya. Il y a plein de routes, plein d'usines, plein de projets qui sur papier ont été réalisés, l'argent a été débloqué, mais ça n'a jamais... Sauf que le président Biya, à travers les services de renseignement, est bien au courant de tout ce qui se passe. L'un des pays en Afrique qui a l'un des meilleurs services parmi les meilleurs services de renseignement, les services intelligents, c'est bien au Cameroun. Le président Biya est très conscient de certains projets qui ont été lancés, qui n'ont jamais abouti, mais l'argent a été débloqué. Mais le président ne fait rien. Est-ce de la tolérance due au fait qu'il a été quand même séminariste? Est-ce lié à la tolérance administrative? Est-ce lié à une espèce de tolérance politicienne? Parce qu'on lui met le spectre des Camerounais qui ne vont pas les lire au cas où il est trop dur. Ce qui est certain, c'est que depuis 40 ans, on fait des promesses, on fait des promesses. L'un des actes que le président Biya a posé avec une célérité hors norme, c'est proposer une loi à l'Assemblée nationale, décider qu'on va nommer un président. Ça s'est fait un vice. Ça s'est fait, c'est un président qu'on nomme, Dimitri, s'il vous plaît. Ça s'est fait en 10 jours, 15 jours maximum. Quand le président Biya dit, je veux mettre un vice-président que je vais nommer et qui va me suppléer, quand le président Biya part, soit il démissionne, soit il est pris par la forme physique, soit il est pris par le cercueil qui nous attend tous. Le président Biya dit, j'ai nommé un vice-président qui sera la personne qui va conduire mon mandat jusqu'à la fin. Ça veut dire que Biya a nommé le prochain président du Cameroun. Ne jouons pas avec les mots et ne mettons pas la tête dans le sable comme si c'était des Autriches. Le président Biya est en train de nommer le futur président. Cette histoire de vice-président, c'est de la gnognotte, c'est du leurre, c'est de l'hypocrisie politique. C'est du mensonge et du vol politique. C'est un braquage qu'on a fait à la Constitution et c'est un braquage qu'on a fait aux Camerounais. Il faut qu'on arrête de penser que tous les Camerounais, c'est des gauches et que ça va continuer à aller de cette manière-là. Le président nomme le prochain vice-président. C'est l'une des rares choses que le président a accompli très rapidement. Sinon, citez-moi des faits d'armes du président pendant 40 ans. Le président dit on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Ok, on va mettre des barrages, on n'aura plus de problème d'électricité. Nous avons Natigal qu'on a mis en place. Vous oubliez qu'on crée Natigal qui a coûté d'énormes moyens au Cameroun et qui est construit par EDF et le C de France, mais on oublie de mettre en place des poteaux de transport d'énergie. Non, ils sont quand même un peu sérieux. Ça veut dire qu'on est en train de jouer là. Et donc, quand nous font savoir que justement dans ce barrage-là, au Cameroun, sans avoir encore exploité ou consommé, on paye combien de milliards? C'est le petit de payer, je crois, soit c'est 100, soit c'est 10 milliards par
Et par mois. On transforme une espèce de société. On transforme une espèce de société qui crée des problèmes énormes au Camerounais. C'est pas par un coup de baguette magique qu'on va partir de NEO à Socadel et que brutalement les problèmes des Camerounais vont s'arranger. D'ailleurs, la rumeur court, je ne sais pas si elle est réelle, la rumeur court qu'on va monter le prix du kilowatt pour les entreprises. Ça veut dire qu'ils vont répercuter sur le prix des marchandises produites dans les industries. Il y aura des conséquences. Mais il y aura des conséquences dans le panier de la ménagère. Ouais. Qu'est-ce que le Camerounais lambda veut? Le Camerounais lambda veut un certain bien-être. Le Camerounais lambda voudrait que le panier de la ménagère soit conséquent de ses moyens. On ne peut pas payer le SMIC à 40 000. On a le kilo de maquereau aujourd'hui à 3 000, 2 500, 2 000, selon l'humeur des grossistes qui nous vendent le poisson. Aujourd'hui, vous allez au marché, vous avez le kilo de viande à 3 000, 3 500. Quel Camerounais peut s'offrir un kilo de viande à 3 500 sans que ça n'ait une extension sur ses finances? Ils sont quand même un peu sérieux. Vous avez promis la démocratie, Monsieur le Président. À la limite, cette démocratie, on la cherche même encore parce que à peine vous vous exprimez, vous vous faites fouetter. Vous avez promis le bien-être aux Camerounais. On cherche ce bien-être, on ne le voit pas. Donc du coup, pendant 45 ans, il y a eu beaucoup de promesses politiciennes faites par le président de la République. Aujourd'hui, nous disons, nous sommes fatigués, nous en avons marre. Nous voulons de vraies promesses politiques. Nous ne voulons plus de promesses politiciennes, parce que les promesses politiciennes, c'est pour haranguer les foules. Les promesses politiques, c'est une vision, c'est poser des actes, et c'est être dans l'action. Et ce que nous attendons de M. Biya et de son association, c'est que finalement, il y ait de l'action pour que le Cameroun aille de l'avant. Alors, vous avez évoqué un fait ici, la route nationale numéro 1, où oui, vous avez presque été la nationale numéro 1, oui. Oui, vous avez presque été abandonné ici, il y a quand même quelques travaux. Vous n'avez plus la parole, c'est Nelson qui va réagir. La reconstruction de la route Mora-Dabanga-Koussiri sur le corridor Douala. Mais c'est pas vrai. Djamena. Je vous en prie, je donne des informations qui nous parviennent. Les prémices de la matérialisation des engagements du chef de l'État. Vous avez également d'autres projets, notamment la reconstruction de la section Ouaza-Zizagé sur la route Mora-Dabanga-Koussiri. L'entreprise et la mission de contrôle sont mobilisés. Également la reconstruction de la section Tchakamari Ouaza sur la route Moura Dabanga Koussiri. L'entreprise achève le nettoyage et l'emprise. Oui, Dimitri, il va parler, mais c'est suite à ce que j'ai dit. Oui. Ils ont dit la même chose en 2025 concernant l'axe Ngaoundéré-Garoua. On a amené des engins de travaux lourds, on a déposé sur l'axe. Ils ont commencé à faire leur petit moyen de déblayage et tout. Il semblerait d'ailleurs qu'il y a un ministre qui a dit à son confrère des travaux... Ou à son collègue membre du gouvernement. Oui, allez mettre les engins, les camions, mettez le gravier et tout ça. Dès que le président passe, vous enlevez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, votre histoire de Koussiri, Mora et tout ça, excusez-moi, c'est de la gnognotte. C'est le radio de service. Je signale qu'il y a la reconstruction de la section Zizagé-Kabo, y compris un pont à Tilde sur la route Mora-Dabanga-Koussiri. Les études d'exécution se poursuivent. La reconstruction de la section Tilde-Koussiri sur la route Mora-Dabanga-Koussiri, y compris la voie de contournement de la ville de Koussiri. L'entreprise accentue ses démarches pour l'exploitation de la carrière. Il y a également les travaux sur Mbé, Ngaoundéré, Bambé, Ngaoundéré qui sont en train d'être menés sur le terrain pour dire que peut-être l'OTAN que tout cela avance n'est peut-être pas notre temps. L'horloge tourne. Mais sauf que vous, lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on regarde vos publications, vous êtes très amer. Vous pensez qu'il faut que le président se bouge en ce début de mandat. Il a été élu, mais là, nous sommes au mois de mai. Qu'est-ce que vous aurez attendu quoi entre la prestation de serment, entre le discours de fin d'année et aujourd'hui où nous produisons ce programme où nous entendons célébrer la fête de l'unité? Le citoyen minimal que je suis s'attend au moins à ce qu'on fasse ce qu'on a dit et qu'on dit ce qu'on va faire. C'est la moindre des choses. Il a dit ce qu'il va faire. Moi, j'étais sur le terrain en 2020 pendant les élections. C'était février, 9 février. Oui. J'étais après le FECO même moment. Vous étiez candidat à députation. Je faisais un petit meeting improvisé là-bas. Le ministre, la l'émission à la présidence est arrivé le lendemain. Donc, vous pouvez le citer. Philippe Bagambois. Philippe Bagambois. Il est arrivé le lendemain. Et les populations ont lui dit que la route allait être goudronnée, que c'est un détail. Que je suis venu simplement dire aux gens de se fâcher. Nous sommes en 2026 aujourd'hui. La route là, elle est à quel niveau? Non, on n'a même pas l'impression que c'est lui qui va être achevé cette année. On a encore de savoir s'il faut résumer 46 tombes sur le tronçon et autres. Nous sommes en 2026. Et on était en 2020. La route du FECO? Quand je parlais de ce problème en 2020. C'est dit que Dimitri, moi, j'ai passé l'âge où on m'endort encore avec les fables. Moi, j'ai passé cet âge-là. Oui. Les gens qui ont eu besoin de voir 2025, pourquoi que le président ne disait plus la vérité, ont eu tort. De 2011 à 2018, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Le bilan est là.
Et on n'a pas besoin de donner l'occasion à un menteur 6 fois de comprendre qu'il est un menteur. Moi, je crois que nous avons dépassé ce cap-là. Quand vous parlez de pays en otage, ce qui caractérise le Cameroun, c'est qu'il y a aujourd'hui des archipels de pouvoir qui se côtoient au Cameroun. Chacun prend une portion de pouvoir et se l'approprie. Quand vous voyez le ministre qui bagarre avec le maire de la ville et qui s'affronte encore aujourd'hui par médias interposés, c'est des archipels de pouvoir. C'est la preuve que celui qui a donné le pouvoir à chacun les regarde et ne fait rien. Il y a une nuance entre gouverner et régner. Le RDPC est en train de régner et non de gouverner. Parce que gouverner, c'est prévoir, par exemple. Il y a tout cela. On est dans les attitudes de ceux qui veulent régner, c'est-à-dire que ceux qui veulent conserver la main mise sur le pouvoir. Les seules choses qui font bondir, rougir ce gouvernement, c'est quand il y a, malgré tout, une opposition qui parle en face ou une société civile qui parle. C'est à ce moment-là qu'on sort la force. Rappelons-nous que depuis 2018, il y a un parti qui a encore des gens en prison pour avoir exprimé un avis contraire, pour avoir voulu marcher. Ils sont encore en prison. Ce n'est pas rien. Je crois que pour eux, on doit quand même dire qu'il y a disons même un résidu de... Oui, mais si vous voulez marcher ou que vous cachez l'objet et qu'il y a des choses non dites, on peut découvrir que... Ça vous vaut 7 ans. Alors que ceux qui ont tué des gens... Déclarer l'objet de la manifestation. Ça va vous valoir 7 ans pour cela. Vous avez dit qu'on doit aller au maquis, non? Si quelqu'un donne une position, est-ce qu'il doit aller en prison pour cela? Si vous me demandez pourquoi parfaitement en prison, je ne vous dirai pas. Parfaitement. Ni Boubi, ni Parfaitement. Je ne vous dirai pas pourquoi ils sont en prison. Voilà à quoi se donnent les régimes qui veulent régner et non gouverner. Donc, et je pense pour ma part que tous les portions de pouvoir qui seront à prendre pour réveiller ces régimes-ci, c'est ce qu'on doit faire. On ne doit plus constater que c'est en otage. On ne doit plus discuter, débattre sur le fait que ce pays est en otage. Il est en otage. Entre les mains des caciques, il est en otage. Si quelqu'un n'arrive pas même à faire un gouvernement, à défaire son gouvernement, ça veut dire qu'il est prisonnier de ce gouvernement. C'est l'histoire d'Ali Baba qui s'arrête au voleur. C'est aussi simple que ça. Vous voyez que quand on repousse les élections municipales locales, c'est parce que le message d'un message est passé. Dans le fond, Eric Ama dit que le candidat Bia a eu 175 000 voix et que le deuxième Chiroma a eu 170 000. C'est-à-dire qu'il y a 5 000 voix. C'est Eric Ama qui dit ça. Mais pour nous, du fond, c'est une légère défaite. C'est une légère défaite. Et je rassure mon très cher Goumou que ce n'est pas les pleurs des gens qui veulent leur part à la table du restaurant Cameroun. Moi, je viens du foot comme vous. On a à peine un ministre et demi dans ce gouvernement. Donc c'était même pour des raisons d'un tonton quelque part. On n'en serait pas là. On a un ministre et demi, à peine 66 ministres. Et moi je leur dis chaque jour, quel est l'intérêt, même alimentaire, que vous avez à vous accrocher à une machine qui ne vous donne rien, qui ne vous sert à rien, que ce soit pour vos ventres et pour l'intérêt général. C'est la question que moi je leur pose chaque jour. C'est pour ça que je leur ai dit, le prochain nouveau électorat, moi je serai en face de vous. Qu'il soit... Vous serez en face de vos hommes. Je serai en face d'eux. Parce que les solutions toutes bêtes qui existent. Imaginez-vous qu'un pays comme le Cameroun, on en arrive à faire un débat sur les ordures dans le débat. On bagarre sur les ordures. Cette mère ne s'entendent pas sur comment on gère les ordures, alors qu'au Sénégal, au Rwanda à côté, on a trouvé que les ordures c'est de l'or. Même à Douala, il y a des jeunes ingénieurs qui transforment les ordures. Mais cette mère n'arrive pas à créer une ministre en charge pour traiter les ordures à moins de 200 millions. On donne l'impression qu'au monde que les Camerounais sont des nains intellectuels. Je dis ça, mais fait tous les jours, arrêtez ça. Et ce sont les armes justement d'un régime qui veut régner, sortir le tribalisme. Pourquoi le tribalisme a pignon sur le Cameroun? Parce qu'on veut frayer les gens. On dit que non, Timia Bonala, vraiment sur le pouvoir pas, on va perdre. Mais qu'est-ce qu'on gagne depuis? Qu'est-ce qu'on gagne depuis? C'est votre part, vous entendez parler. Laquelle? La part que je veux, c'est de l'eau moins chère. C'est un SMIC qui dépasse 60 000. Quand vous autorisez qu'on paye les gens 60 000, environ 50 000, vous imposez au moins 20 jours de Ramadan dans l'année. Et un ministre encore vient dire que le SMIC sera augmenté dans les mois à venir. Il n'a pas donné de jour fixe. Gouverner, c'est prévoir. Tout à fait. Vous voulez que même dans le jeu, c'est pas dit qu'on ne doit pas tomber en ces pieds-là. C'est au Camerounais, comme nous parlons, Dimitri, c'est plus à ceux qui ont décidé de prendre le pays en otage. Chaque Camerounais doit à un moment faire sa part. L'arme la plus lâche d'un Camerounais, c'est sa carte d'électeur. Les élections qui arrivent là, qui sont locales, qui ne veulent pas. C'est une élection où vous avez les résultats le même jour. Vous votez à 18h, à 20h, vous montez, vous avez le nom de votre maire. Et au niveau de la commune, on peut avoir des petites améliorations dans la vie des citoyens qui améliorent au moins leur quotidien. On peut le faire. C'est ce qu'il faut. Il faut simplement qu'on sorte du nombre de spectateurs au nombre d'acteurs et non de ceux qui sont prêts à faire ensemble. Et nous le faisons sur le terrain. Nous ne sommes pas sur ce plateau simplement parce que nous parlons beaucoup. C'est parce que nous nous voyons aussi faire des choses sur le terrain. Vous êtes très en colère, hein? Non, c'est une colère légitime. Quand vous sortez dans le quartier, vous voyez les ménagères
se balader, aller au marché et parler seul, ça vous traumatise. Ça vous traumatise. Il y a un instituteur qui demande 100 francs tous les 2 jours aux enfants à l'école. Ça vous traumatise. Il demande ça comment? Mais si l'instituteur a 50 élèves dans sa classe, il dit lundi, allez dire au parents au moins 200 pour les photocopies. 200 fois 50, ça fait combien? Dites-nous. Faites le calcul. Il y a les cours de samedi. On dit pour le cours de samedi, on envoie 500. 500 fois 50 élèves. Mais le gars se fait un salaire parce qu'il tire le gars par la queue, le mec. Quand vous le voyez, quand vous le regardez en face, vous comprenez qu'à un moment donné, il ne veut s'accrocher à vous. Et au Cameroun, c'est déjà ça. On s'accroche aux malades des autres. On s'accroche aux plus faibles pour résister, pour pouvoir manger. Ce que les gens font pour vivre au Cameroun, c'est de l'inédit. C'est de l'inédit. Mais je dis que moi, je sors d'un village où on n'a plus rien à attendre ces régimes-ci. On a même tout donné à ces pays. Il est temps à un moment donné qu'on remet les comptes à zéro, qu'on vit tous ceux qui sont là. Partout, c'est possible. Même si l'horloge naturelle a commencé à le faire, il y aura sur l'horloge constitutionnelle et électorale, on les vit. D'accord. Ce n'est que ça. Vous avez évoqué les Camerounais ont besoin d'eau, d'électricité. Il y a eu des réformes. La Socadel a été mis en... Des changements, mais donc vous voulez dire? S'il vous plaît, vous permettez. Vous avez vu que quand vous parlez, on vous écoutait. La Socadel a été mise en place avec son premier conseil d'administration. Le ministre Antoine Timi est revenu comme président du conseil d'administration. On n'est plus à NIO, on est venu à la Socadel. On attend certainement des choses qui arrivent quand vous avez Antoine Timi qui a de la poigne, qui a de la gnaque. Il est très jeune, solide. On n'a pas compris la parole. Qui vient venir bousculer les choses, qui remettra les pendules à l'heure. On se dit, il y a des choses qui sont faites. Du côté de l'eau, par exemple, au niveau de la Cameroun Water Utilities, on voit le jeune directeur général, Blaise Moussa, la Cameroun Water, qui se bat. Il y a des campagnes qui sont annoncées, branchement de 200 000. Il y a 200 000 branchements. Il y a encore la campagne de veille. C'est disponible. Il y a une veille. Si vous avez des coupures chez vous, si vous avez un tuyau cassé, ils ont mis un numéro vert. On espère que les services de la Cameroun se rapprocheront de nous, de l'équipe de production et la maison, pour que nous puissions justement accompagner cette opération de veille. Si vous avez un souci, vous appelez automatiquement, on envoie une équipe. C'est comme une sorte de bille, une sorte de brigade qui intervient rapidement. On vient souder, on voit des gens qui travaillent sur pied. Je voudrais avec vous partager cette information avant que Hubert Mvolo ne prenne la parole en signalant aux téléspectateurs et aux internautes qui peuvent réagir au 6 94 57 35 95 au 6 94 57 35 95. Cette information qui nous est parvenue, on n'a pas voulu, ça nous a retrouvé sur ce plateau, c'était un courrier, c'est le ministre qui écrit aux majestés Mindia Laurent et René Désiré, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. L'objet, c'est la coopération Cameroun, Italie et Grande-Bretagne. Une signature de l'accord de prêt garantie relative à la mise en œuvre du projet de construction de la route Ebolova à Komdu Kribi. Alors, Majesté, c'est le ministre qui écrit, conformément au décret numéro 2023/329 du 4 août 2023, j'ai été habilité par Monsieur le Président de la République à signer avec la Standard Chartered Bank de Londres un accord de prêt garanti par United Kingdom Export Finance d'un montant de 198 280 547 euros, soit environ 130 milliards 417 529 548 francs CFA pour le financement du projet de construction de la route Ebolova à Komdu Kribi. À cet effet, et après la satisfaction de l'ensemble des conditionnalités additionnelles requises en vue de la validation de cette transaction par l'assureur britannique suscité, j'ai l'honneur de vous inviter à bien vouloir prendre personnellement part à la cérémonie solennelle de signature relative que je présiderai le vendredi 29 mai 2026 à partir de 10h précises à l'amphithéâtre 300 de l'immeuble siège de Minipad. Si ce boulevard, tu vas m'éveiller à griller, Majesté, l'expression de ma considération distinguée, c'est signé le ministre Alamine Ousmane. Mais Hubert, pendant que nous ici on dit que ça ne va pas, c'est bloqué, ça bouge de partout. Et peut-être même ce mandat sera le mandat où des gens vont courir. Il va falloir transpirer pour montrer que l'on mérite véritablement d'être
dans cette équipe, dans ce mouvement, dans ce 8e mandat? J'avoue que je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça bouge. Moi, je vois plutôt l'inertie. Vous voyez l'inertie? Oui. Et quand vous parcourez la ville, vous échangez avec les gens, ils vous disent que tout est bloqué. Quand vous allez dans les services centraux, vous trouvez que là-bas, tout est en attente. Tout est en attente. La consommation même du budget tarde justement à être lancée. C'est-à-dire que véritablement, le budget qui avait été validé dans la loi de voté, promulgué. Oui, dans la loi de finances de décembre dernier, novembre-décembre dernier, on est en mai, et effectivement... Rien n'a encore été lancé. Non, moi, je ne sais pas ce qui court là-bas. Pourquoi? Parce qu'effectivement... On voit des gens dans les couloirs. On est dans le blocage. Oui. Parce que le système s'est pris lui-même en otage avec ses acteurs. Le texte que vous lisez là, il y en a plein d'autres qu'on a lus, pareil, qui sont en voie, l'appui de la Banque mondiale, l'appui de la Banque islamique, l'appui du FMI, l'appui de la France avec tous ses organes de financement, l'AFD, et tout ça. Il y a plein. C'est ça qui fait que, en réalité, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ce sont des emprunts qui se sont multipliés comme ça des années durant, mais on n'a pas toujours manifestement vu l'impact direct que cela a sur la transformation structurelle du Cameroun. Donc, à ce niveau aussi, on a au regret de dire que le système n'est plus adapté. Donc, multiplier tous les actes de crédit que vous pouvez envisager, les hommes même qui sont en charge de l'exécution de ces argents qui entrent comme ça de manière un peu grossière en centaines de milliards, manquent de légitimité. Parce qu'en réalité, quand vous parlez en Camerounais, vous lui dites que le Cameroun aura encore 130 milliards. Lui voit déjà, dans l'imagerie populaire, il voit déjà comment au moins 100 ou 50 milliards vont se partager. Et tout est fonctionnel, tout est structurel. C'est comme ça que le système, lui, fonctionne. C'est-à-dire que quand l'argent arrive, on a une série de coupures qui font que initialement, ces 130 milliards qui ont été injectés, maximum 75 milliards vont servir à ce pourquoi ça a été doté. Les autres vont forcément se partager. Donc, on a de la peine à parler de ces questions. On a de la peine à parler de ces questions. On a de la peine à toujours revenir pour décrier, mais en réalité, quand une situation n'a pas changé, qu'est-ce qu'on fait? Le même problème s'opposant, c'est le même diagnostic qui doit être fait avec le même protocole thérapeutique. Donc c'est pour ça que nous sommes toujours obligés de dire et d'utiliser les mêmes éléments de langage. Et c'est pour répondre à ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous regardent aussi. Oui, ceux qui nous regardent également, pour dire qu'ils aiment à raconter, à rappeler que vous parlez à la télé, d'autres même qui sont publications, disent que vous braillez à chaque fois. Mais la situation n'a pas changé, on ne va pas étudier, on ne va pas changer de diagnostic. Le diagnostic est le même. Oui. Donc c'est le même traitement qu'on doit infliger. Et moi je suis d'accord qu'il faudrait, en haute action d'innovation, que nous nous engageons. Oui. Dans sa réalité, l'un des problèmes du Cameroun, c'est qu'il y en a qui sont totalement dans la résignation, bon sang. Qui attendent qu'ils vous posent même la question. Toi qui parles là, qu'est-ce que tu as déjà fait? En réalité, parler. On a eu des internautes qui ont dit tous les jours les débats. Mais au fond. Au commencement, il était la parole. Oui. Quand on va la parole, ça fait cher pour ceux qui vont pas venir. Donc, la parole est d'une symbolique, d'une puissance, d'un pouvoir important. Pour nous qui avions donc l'onction et le courage de pouvoir la porter sur l'espace public et dans les médias. Oui. Mais je dis, quand on a fini de dire ça, il faut que les Camerounais s'engagent. Je vous assure que si nous étions dans une société suffisamment politisée, avec des gens qui mesurent les enjeux, même les trucs qu'on dit là que les gens ne peuvent pas manifester, ça ne va pas se produire. Quand vous allez manifester, vous manifestez. Et quand l'homme est conscient de ce que ces gens, quand ils se lèvent, quelles que soient les interdictions qu'on va balader, encore que dans ce caractère politisé de la population, même les forces de l'ordre seront, ma foi, obligées de suivre l'objectif pour lequel la population
se mobilisent et ils ne vont faire que leur boulot. D'accord. Et moi, je suis très mal à l'aise toujours de rendre compte que on va finir de parler. On est en train de parler des prochaines élections. Qu'on ne le veuille pas, qu'on prolonge les mandats, puisqu'on a finalement levé le verrou de la limitation de la prorogation, notamment pour les conseillers municipaux. Mais ce qui est clair, c'est qu'un de ces quatre, il y aura élection dans ce pays. Mais si, quand ça arrive, cette élection, ce qu'on électorale, sera convoquée, nous, des citoyens qui avions toutes les garanties, tous les droits d'être justement des candidats, nous ne constituons pas les listes. Nous n'allions pas aux élections. Qu'est-ce qui adviendra? Parce que la vérité est que quand nos adversaires d'en face souvent s'engagent, il y a des endroits où ils n'ont pas d'adversaires. Parce que les gens ne s'engagent pas. D'accord. Or, ailleurs, là, il y a l'adversité. Vous voyez bien comment les gars cravachent dur, même s'ils adviennent à gagner, mais ils retiennent tout au moins qu'il y a de l'adversité en face. Et dans l'exécution d'un certain nombre de projets, notamment dans le mandat qui va s'en suivre, vous voyez clairement que les gars ne vont plus, vous n'aimez pas toute l'expression, les gars, ceux qui seront élus vont commencer à se bouger. Donc il est important que tout le monde s'engage et que chacun sache saisir ce qu'il a à faire, notamment être politisé, électeur, être candidat et pouvoir s'engager pour gérer. Je lis ce message d'un téléspectateur et puis on va revenir. Chacun aura vraiment quelques secondes parce que le temps qui nous est imparti va arriver à son terme. Bonsoir à tout le panel. Vous le savez très bien, comme moi en plus, que vous soyez mes aînés. Nous savons tous que dans la situation actuelle, le président devrait en réalité passer la main parce qu'il ne peut plus, il va bien falloir qu'il pense au Cameroun de demain, faire de ce pays un pays émergent. Et là, on retiendra effectivement qu'il nous aura laissé un pays prospère, un pays démocratique. C'est Nyobé Dieudonné depuis un Colbison. Alors, on va par vous, chacun aura 30 secondes, je veux dire. Jean-Paul Ngoubou, là. Donc, j'aurai 30 secondes aussi. Oui, vous avez le timing. Alors, Jean-Paul Ngoubou, le Cameroun est en attente. Puisque si on dit que M. Biya est au taille de son système, de ses créatures, de ses créations et autres, au Cameroun est en attente. Non, nous ne devons pas être en attente. Nous savons très bien que le président, il est pratiquement à la porte de sortie. Mais la question, c'est qu'est-ce que nous faisons en réalité? Comme le disait tout à l'heure le président orateur, nous devons agir. Et agir, c'est ensemble. Parce que si on ne le fait pas ensemble, ça ne donnera rien du tout. D'accord. Aimé Sadou, on fait quoi maintenant? On attend? On continue d'attendre. Le pays est bloqué. On est là parce qu'on voudrait motiver les Camerounais. On est là parce qu'on voudrait que les Camerounais se bougent. On est là parce qu'il faut répéter. C'est vrai que les gens disent, vous passez à la télé, ça change. Non, ça change les choses. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais tout doucement, les choses sont en train de bouger. Et le fait qu'on répète, on dit la répétition, c'est la mère ou la mère de la connaissance. Voilà. Donc du coup, on est obligé quand même, parce que nous avons quand même une certaine responsabilité et nous avons un certain courage. On est obligé de venir sur la place publique. Moi, je considère la télévision comme la place publique. Voilà, pour exprimer ce que beaucoup de Camerounais dans la rue n'osent pas dire et pour exprimer ce que tous les Camerounais de toutes les 10 régions ont dans leur cœur et dans leur esprit et n'arrivent pas à le dire parce qu'ils ont peur. D'accord. Ernesto, la peur doit sortir de vous. Le système, il est là. Il fait certes des réformes, on n'est peut-être pas d'accord, mais il faut quand même prendre ce qui est déjà fait, même si c'est insuffisant. Le peuple n'est pas ingrat. Chaque fois qu'on lui donne un truc qui est bien, il le prend avec joie. Quand on a les coupures d'eau qui diminuent, on est content. Mais ça n'empêche qu'on demande que le prix de l'eau baisse. La main qui demande, qui reçoit, demande toujours. Maintenant, il faudrait qu'on comprenne que le tout se joue au niveau de l'engagement de chacun et de tous. Si tu as 23 ans au Cameroun, tu n'as pas une carte d'association. Même la carte de baptême, tu n'as pas. La carte de syndicat, tu n'as pas. La carte d'un parti politique, tu n'as pas. La carte d'électeur, tu n'as pas. C'est toi le problème. D'accord. Ce n'est plus les gens d'en haut là. C'est toi le problème. On comprend. Parce que ceux qui étaient dehors le 25, en octobre 2025, qui étaient dans un bureau de vote, ont vu ce que les Camerounais pensaient et voulaient. On a tous vu ce qui s'est passé en octobre. C'est maintenant ou jamais. Vous avez droit à la parole. Vous devez vous exprimer en toute, on va dire, toute liberté, sans pour autant verser dans le vulgaire, en toute démocratie, en toute courtoisie, dans un débat incisif, dans un ton qui certainement peut ne pas vous plaire, mais c'est comme ça ici tous les soirs sur NTV, New Tempra TV. C'est maintenant ou jamais. C'est votre programme de lundi à vendredi entre 17h et 18h et 30 minutes. Merci encore à vous de nous avoir suivis. Le numéro de téléphone s'affiche
au bas de l'écran. Si vous avez certainement des choses à dire et que vous voulez vous proposer comme étant un acteur du changement, c'est ici et maintenant. On va encore, comme vous l'avez vu en début d'émission, saluer nos réalisateurs et toute la grosse équipe qui travaille. C'est une vingtaine de personnes, le Shop Plateau, la maquilleuse et les autres. Dire un joyeux anniversaire à nos réalisateurs, Samuel et Youm. Samuel, joyeux anniversaire. Et surtout, progressivement, vous avancez aussi, Samuel, vers l'âge des autres. De mots après de mots, vous posez la question. Allez, on se retrouve demain.